Et si on nous disait que nous ne sommes au fond que des véhicules, des sortes de robots de survie, pilotés par nos gènes? C'est l'idée, assez folle on va le voir, qui est au cœur du livre qui a vraiment changé la donne, le gène égoïste de Richard Dawkins. Allez, on plonge ensemble dans cette théorie absolument fascinante. Voilà, dès le départ, Dawkins ne prend pas de gants, il nous balance cette idée en pleine figure, c'est vraiment le cœur de son argument, on pense être les maîtres de notre destin, mais en réalité, on serait de simples véhicules, des machines construites par nos gènes et pour nos gènes. Mais attendez une seconde, si tout est si égoïste, comment on explique les actes de sacrifice? Pourquoi une abeille va-t-elle littéralement se suicider pour protéger sa ruche? C'est ce paradoxe, cette contradiction apparente, que Dawkins va s'atteler à résoudre, et de façon assez brillante. Alors, c'est la première grande question. Comment est-ce qu'on peut réconcilier cette vision d'un monde impitoyable, dicté par la survie, avec tous ces actes d'altruisme qu'on voit partout dans la nature? C'est la première énigme à résoudre. En général, la première explication qui nous vient en tête, c'est la fameuse idée du bien de l'espèce. On se dit, logiquement, que les individus agissent pour le bien du groupe, pour que l'espèce entière survive. Ça semble tenir la route, non? C'est assez intuitif. Eh bien, c'est justement là que Dawkins arrive et met un grand coup de pied dans la fourmilière. Il nous dit que cette idée, aussi belle et réconfortante soit-elle, est en fait une erreur fondamentale. L'évolution, selon lui, ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Pour vraiment comprendre la pensée de Dawkins, il faut accepter de faire un 180 degrés, de renverser complètement notre perspective. C'est un peu comme ces illusions d'optique, vous savez. Une fois qu'on a vu la deuxième image cachée dans la première, on ne peut plus revenir en arrière. Et voilà ce fameux retournement de situation. On laisse tomber l'idée du bien de l'espèce et on se concentre sur une seule et unique chose, le bien du gène. L'unité de sélection, ce qui traverse les âges, ce n'est pas le groupe, c'est même pas l'individu, c'est le gène. Alors, qu'est-ce que c'est un gène égoïste? Attention, c'est un point super important. Égoïste ne veut pas dire qu'il a des intentions, une volonté. C'est juste une métaphore pour décrire un mécanisme automatique. Tout gène qui favorise sa propre réplication va, par définition, devenir plus fréquent que les autres. C'est de la pure logique. Et j'aime beaucoup cette analogie qu'il utilise. Les gènes ne sont pas des marionnettistes qui nous contrôlent en temps réel. Non, ils sont plutôt comme un programmeur informatique. Ils écrivent le code à l'avance, ils définissent les règles, les stratégies, et ensuite, la machine à survie, elle exécute le programme du mieux qu'elle peut dans le monde réel. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, on peut revenir à notre fameuse abeille kamikaze. La question est toujours là. Comment des gènes égoïstes peuvent-ils aboutir à des comportements qui nous semblent, à nous, si incroyablement altruistes? La première clé de réponse, c'est la famille. C'est ce qu'on appelle la sélection de parentèle. En fait, un gène qui nous pousse à aider un frère, une sœur ou un cousin a de bonnes chances d'aider une copie de lui-même qui se trouve chez ce parent. Donc du point de vue froid et calculateur du gène, l'altruisme familial, c'est juste de l'égoïsme bien placé. Et ce graphique l'illustre parfaitement. Chez nous, les humains, un parent et un enfant, partagent 50% de leurs gènes. Mais regardez les abeilles. À cause de leur système de reproduction un peu particulier, des sœurs partagent entre elles 75% de leurs gènes. Elles sont plus proches entre elles que leurs propres parents. Et ça explique ce niveau absolument extraordinaire de coopération et de sacrifice dans la ruche. D'accord, ça marche pour la famille. Mais comment expliquer la coopération entre des parfaits inconnus? Pensez à ces petits poissons nettoyeurs, qui vont tranquillement dans la gueule d'un énorme prédateur pour le débarrasser de ses parasites. Il n'y a aucun lien de parenté. Quel est leur intérêt? La réponse, ici, c'est l'altruisme réciproque. C'est le bon vieux principe du donnant-donnant, ou si vous préférez, je te gratte le dos et plus tard, tu me gratteras le mien. On rend un service aujourd'hui avec l'attente, plus ou moins consciente, que la faveur nous soit rendue un jour. Toute cette dynamique est modélisée à la perfection par le célèbre dilemme du prisonnier. Cette matrice le montre très bien. Sur le moment, à court terme, trahir son partenaire est toujours la solution la plus tentante. Le problème, c'est que si les deux trahissent, ils finissent tous les deux avec le pire résultat possible. La coopération, sur le long terme, est donc la seule stratégie vraiment gagnante. Dans les années 80, un chercheur, Robert Axelrod, a organisé des tournois informatiques pour voir quelle serait la meilleure stratégie à ce jeu. Il a demandé à des experts du monde entier de soumettre leurs programmes, parfois très complexes. Et la stratégie qui a gagné, à la surprise générale, a été l'une des plus simples. Elle s'appelle coup pour coup. Et les règles sont d'une simplicité enfantine. Premièrement, on commence par être gentil. On coopère. Deuxièmement, on riposte. Si l'autre nous trahit, on le trahit juste après. Troisièmement, on pardonne. Dès que l'autre se remet à coopérer, on oublie sa trahison et on coopère à nouveau. C'est une stratégie à la fois gentille, juste, mais pas naïve. Et c'est sans doute un très bon modèle de la façon dont la coopération a pu naître dans la nature.
Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de biologie, de gènes, mais dans les derniers chapitres de son livre, Dawkins fait un saut conceptuel assez audacieux. Il étend sa théorie des réplicateurs à un domaine complètement différent, la culture humaine. Alors qu'on est plongé dans des histoires de gènes qui évoluent sur des millions d'années, Dawkins nous annonce qu'un tout nouveau type de réplicateur est apparu. Un réplicateur qui, lui, évolue non pas sur des millénaires, mais en quelques jours, voire en quelques heures. Et ce nouveau réplicateur, il l'appelle le mème. Alors, oublions tout de suite les images amusantes sur Internet. Dans son sens original, un mème, c'est une idée, une chanson, une mode vestimentaire, une façon de parler. Bref, c'est n'importe quelle unité d'information culturelle qui se propage en se copiant d'un cerveau à un autre. Et qu'est-ce qui fait qu'un mème a du succès, tout comme un gène? Eh bien, ce sont exactement les mêmes propriétés. La longévité, il doit durer dans le temps. La fécondité, il doit pouvoir se propager facilement à un grand nombre de personnes. Et la fidélité de copie, il ne doit pas être trop déformé à chaque transmission. Tout ça nous amène à la conclusion de livre, et peut-être à son idée la plus profonde. Si nous sommes des machines à gènes, des véhicules pour des mèmes, quelle place reste-t-il pour notre conscience, notre libre arbitre? Et c'est là qu'on arrive à un point de bascule. Oui, on est peut-être des machines à survie créées par des gènes égoïstes, mais, et c'est un mais crucial, nous sommes les seules machines sur cette planète à être capables de comprendre ça. Notre conscience, notre capacité à simuler l'avenir, nous donne un pouvoir absolument unique dans le monde vivant. Et pour finir, cette pensée de Dawkins. Comprendre notre programmation biologique n'est pas une fatalité, c'est au contraire une libération. C'est le premier pas pour pouvoir de temps en temps faire le choix conscient de désobéir. Et c'est peut-être ça, au fond, ce qui nous rend vraiment humains.